Bonsoir. Scandale des logiciels truqués, le Dieselgate comme on l'appelle, suite et pas fin ce soir. Que ce soit en Belgique, en Italie, Australie, en Suisse et ailleurs, les plaintes continuent d'affluer. Les logiciels mis à jour posent problème. Témoignage ce soir. Et nous passerons à la loupe des lunettes de lecture. On en trouve des myriades pour 3 fois rien, un peu partout, fabriquées beaucoup en Chine, un peu en Suisse. Quand la presbytie s'installe, lunettes ou opération, on y verra plus clair. Elles sont tellement pas chères qu'on en a une paire au boulot, une autre à la maison, une troisième dans la voiture au cas où on aurait oublié la première. Bref, les lunettes de lecture qu'on pose sur son nez sans vraiment se réjouir parce qu'elles sont le signe du temps qui passe, eh bien ces lunettes loupe, on en trouve maintenant partout, de toutes les couleurs, des rigolotes même. Reste à savoir si c'est une bonne solution pour vos yeux. Quand le bras devient trop court, que le chat de l'aiguille se dérobe, quand la mousse à raser se prend pour du shampoing, et que la carte routière se met à parler chinois. Au secours! Aidez-moi! Je vois plus clair. Il est temps d'acheter des lunettes. Ça peut aider. Et des lunettes loupe, il y en a partout, pour tous les goûts. Mais qu'est-ce qui fait que la cinquantaine sonnée, on ne voit plus très net de près? À 3 mois, le bébé voit net de 5 cm à l'infini. À 20 ans, la netteté commence à 10 cm. À 40 ans, c'est à 25 cm. À 50 ans, tout s'éclaire à 50 cm. Et à 65 ans, il faut 2 mètres pour que l'eyeliner ne déborde pas. C'est la presbytie, le vieillissement naturel de l'œil. Quand l'œil est au repos, le cristallin est arrondi sur l'avant. Lorsqu'on concentre la vue sur un objet, le cristallin se déforme et devient pointu vers l'avant. C'est l'accommodation. Avec l'âge, les fibres de collagène qui composent le cristallin deviennent moins flexibles. Dans l'œil normal, l'image est projetée au fond de la rétine, c'est net. Dans l'œil presbyte, le cristallin fait converger les rayons au-delà de la rétine. C'est flou. Quand on corrige la presbytie avec des lunettes, un verre restitue la courbure pointue perdue du cristallin. L'image se projette à nouveau au fond de la rétine. C'est net. Bon, mais lorsque décidément on ne peut plus identifier les produits dans la salle de bain, qui faut-il consulter? Le vendeur de lunettes ou le médecin des yeux? Alors c'est très clair, il faut d'abord aller chez l'ophtalmo parce que de ne pas pouvoir bien lire, c'est pas nécessairement uniquement la presbytie. Il peut y avoir d'autres problèmes médicaux qui doivent être réglés ou contrôlés en première instance. Si ensuite l'ophtalmo, le médecin exclut qu'il y a une autre pathologie, que c'est seulement la presbytie, ensuite là, on va procéder à faire une ordonnance des lunettes et ensuite ces lunettes seront faites par l'opticien. Même si la lecture devient plus laborieuse, on reporte souvent l'achat de ses premières lunettes, en craignant les conséquences. Ça va éventuellement avoir des symptômes secondaires comme des maux de tête, une sécheresse oculaire, des affections des paupières qui sont peut-être un peu plus fréquents à cause de cet effort que l'œil doit faire pour déchiffrer ensuite ce qu'on a à voir dans le prêt. Mais on risque d'abîmer les yeux? Non. Après une courageuse résistance, vient un moment où les bésicles s'imposent. Ça veut dire 2 examens de la vue assez complexes. ZK, ou pas, ça compte. 1 ou 2? 2. 1 ou 2? 2. Si Chez Ariane, la presbytie est devenue gênante à 50 ans. Quand je devais lire le journal, quand on voit que les lettres sont trop petites, et quand vous allez faire des courses dans un commerce et que vous vous trompez d'article. Là, vous dites que vous voyez moins bien. Ça vous est arrivé? Oui. Oui. Dans les yogourts mocha, les yogourts chocolat, par exemple. L'optométriste mesure d'abord la sphéricité de la cornée.
Cela indique la correction objective demandée par l'œil. Puis, elle vérifie si cette correction correspond bien à la perception de la cliente. Qui va flouter votre vision à droite. Ok, donc est-ce qu'il est plus confortable en 1? Souvent, le cerveau compense un peu la perte réelle de vision et l'optométriste en tient compte. Quand on mesure les deux yeux en même temps, on s'aperçoit qu'elle n'a pas forcément besoin d'une correction, d'une pleine correction, que son œil peut encore travailler. Même après examen de la vue chez l'opticien, pour autant qu'il exclut tout autre défaut de vision, est-ce qu'on ne pourrait pas se contenter d'acheter de simples loupes? Le problème de la lunette loupe, c'est que ça va corriger niveau de défaut visuel si vous en avez. Donc 75% des gens entre 40 et 50 ont un défaut visuel. Après, il y a le problème du centrage qui est toujours qui n'est pas pris en compte en fait dans ces lunettes loupe. Si le centre optique est là et puis vous avez votre œil là, ça vous crée un effet de strabisme en fait. Alors quelquefois ça gêne pas, mais si c'est sur une longue durée, ça peut vous faire loucher. Quand on choisit ses lunettes loupe à la volée, on a tendance à les prendre trop fortes. Si vous portez des loupes, ils sont adaptés pour un travail à une certaine distance. Et cette distance va être différente si vous voulez jouer au piano, où les notes sont quand même à une distance complètement différente, que vous faites le travail de près, ou si vous faites la couture à la main, où vous avez peut-être l'habitude de travailler à une distance de 20 cm. Des lunettes loupe fabriquées à la chaîne en Asie, l'opticien en vend aussi, à moins de 30 francs, avec le conseil en prime. Mais on peut aussi trouver chez certains opticiens des lunettes avec des verres suisses adaptés à chacun de nos yeux à prix abordable. Nous, on arrive juste à moins de 100 francs. On a un forfait. On prend des lunettes loupe d'Asie où on change les verres avec des verres en finition suisse avec respect du centrage et de la différence des yeux s'il y a lieu ou l'astigmatisme en plus. Et là, on est à 99 francs tout inclus. Un prix plancher. Le prix moyen étant plutôt de 200 francs, nous avons demandé à cet opticien de le décomposer. L'achat monture et verre est 33% en moyenne, hein. C'est une moyenne générale, donc ça fait 66 francs. La charge en personnel, on a des opticiens qualifiés ou diplômés, hein, donc CFC minimum. On est à 39%, donc 78 francs. Les frais généraux, amortissement et publicité, 24%, ça fait 48 francs. Il reste un bénéfice de 4%, donc 8 francs. Alors la première fois, on perd pas mal de temps. Et quand il vient les refaire, là, on va gagner peut-être plus de temps. C'est le temps horaire en fait, de l'employé qui va nous faire cette différence par la fidélité et puis par le renouvellement tous les 3-4 ans des montures. Ici, les montures les plus vendues se situent entre 200 et 300 francs. Mais les marques peuvent énormément renchérir le prix des lunettes. 18 carats en or avec des branches en fibre de carbone, donc très légères. Et son prix est de 4 670 francs. Ça, c'est une des plus chères que nous avons. Ensuite, nous avons une monture dernière tendance aussi, premier prix, à 135 francs, branche flexible, donc très bonne qualité. Ensuite, on a des lunettes un peu plus fun, à paillettes pour le soir, les disco. Voilà, ça c'est lunettes tendance. 399 francs pour le disco d'un designer valaisan. Lunettes bijoux de plastique, ces aides à la lecture doivent avant tout être efficaces et confortables, sans forcément nous coûter les yeux de la tête. Pas nécessaire qu'elles soient chères, ces lunettes de lecture, mais mieux vaut qu'elles soient adaptées à vos yeux, évidemment. L'immense majorité de ces lunettes qu'on trouve en pharmacie, stations-service, magasins, etc., sont fabriquées en Chine, à la chaîne, sur des modèles standards. En Suisse, OptiSuisse, le seul fabricant de verres indépendant, travaille pour des commandes sur mesure, une production de 8000 verres par jour. Produire des verres de lunettes en Suisse ou les produire en Chine, ce n'est pas si différent. Chez OptiSuisse à Bâle, Denis André Tsog nous en fait la démonstration. Visite de l'entreprise à l'appui. Si on produisait 1 million de verres, la même chose, on arrive plus ou moins au même coût qu'en Chine. Ces lunettes loupe, ce sont des produits standards. C'est-à-dire qu'il y a une correction, une distance pupillaire, et comme tout produit standardisé, on fait un prototype et après on produit 100 000 ou 1 million, avec des coûts de fabrication bien sûr qui sont très bas.
parce qu'on produit 1 million de fois la même chose. Ici, la matière première vient de Chine. Des verres de stock semi-finis fabriqués dans une usine près de Shanghai. Il s'agit d'une résine issue du pétrole dont la composition a été décidée à Bâle. Les véritables verres en verre, donc fragiles, sont devenus rares, seulement 6% de la production. En Chine, le plastique est injecté dans sa forme et vendu tel quel. En Suisse, la résine subira entre 25 et 28 opérations avant d'être livrée à l'opticien. À commencer par le fraisage, où 90% de la matière est enlevée. Pas de standard, chez OptiSuisse, chaque verre aura sa forme propre. Le problème avec les yeux de l'être humain, si on fait des corrections individuelles, est que tous les yeux sont différents. Ce qui nous oblige à produire un verre pour l'œil droit, un verre pour l'œil gauche, et après ces deux verres doivent être encore montés dans une monture. Donc on peut s'imaginer toutes les étapes de fabrication d'un côté, d'un équipement individuel, ou bien de ces lunettes de lecture prémontées, qui sont de la grande quantité, mais standards. L'épaisseur et la courbure du verre vont être définis sur 40 000 points. Pour chaque verre, c'est la géométrie du verre. Quel que soit le défaut de l'œil, l'opération de production n'est pas plus lourde. Ce qui est complexe, c'est le calcul du logiciel en amont. Puis, le verre est doucement poli en respectant la géométrie créée par ces 40 000 points. En Suisse, même le lavage tient de la haute technologie. Car des ingénieurs ont longuement mis au point la vitesse et la pression des soies pour ne pas abîmer les surfaces. En Asie, ce travail est fait à la main. On a moins de gens peut-être qui font des travails simples par rapport à l'Asie, mais on a beaucoup plus d'ingénieurs, de gens qui font du développement, des techniciens, des gens qui font du maintien, parce que ce sont des machines de très haut niveau en définitive qu'on utilise. La différence de coût de fabrication entre la Chine et l'Europe est devenue de plus en plus petite et va devenir encore plus petite du fait de l'automatisation, de la digitalisation et ce genre de choses. Pour les lunettes de base, ça serait le même prix, mais pas avec les options. Car ce qui renchérit le prix du verre, ce sont les traitements de surface, pour rendre ces verres résistants aux rayures ou pour l'onéreux anti-reflet. Certains verres filtrent même la lumière bleue des écrans. Prenons un verre qui est normal, on va voir derrière que toute cette lumière bleue va traverser le verre. Prenons cette matière spéciale et vous voyez ce qui se passe. Environ 80% de la lumière est absorbée par le matériel. Donc, encore une fois, la différence, la lumière bleue passe à 100% à travers et ici, vous avez environ 80% d'absorption. La lumière bleue, c'est pas très bon, mais pas vraiment à cause de son rayonnement sur la rétine, nous dit la professeure Touman. Il y a certainement des effets toxiques qui ont été décrits par une forte lumière bleue, ça c'est clair. Pour le moment, la lumière bleue qui est exposée par les écrans, soit de l'ordinateur ou soit par les tablettes, des choses comme ça, il va plus vous réveiller, plus vous faire attentive. Et c'est ça plutôt l'effet à travers une protéine qui s'appelle la mélatonine, plus que vraiment un endommagement corporel de votre rétine. Retour à la fabrique. Une toute petite croix suisse au laser signe chaque verre qui sera vendu aux opticiens. Au fait, combien ça se vend un verre? Pour vous donner un ordre de grandeur, je pense entre une dizaine de francs et 70 francs pour les verres simples foyer, en ordre de grandeur. Et puis pour les verres progressifs, entre 50 et peut-être 200 francs pour la meilleure technologie avec les meilleurs anti-reflets ou d'autres propriétés par verre. Bien loin des lunettes asiatiques standards à moins de 30 francs. Finalement, la qualité suisse et le sur-mesure, ça se paye quand même. Nous ne sommes certainement pas l'industrie qui gagne le plus d'argent, mais on gagne suffisamment pour investir. Donc on a environ des marges qui se situent à 8 ou 9% d'EBIT. C'est le secret d'OptiSuisse pour rester compétitif face à l'Asie. Investir chaque année plus d'1 million dans la digitalisation de la production, pour produire toujours plus dans le même espace.
Il faut dire aussi que les prix de la main-d'œuvre, de l'eau, de l'électricité augmentent en Chine. L'écart entre les coûts de production pourrait encore se resserrer. Chinoises, suisses ou d'ailleurs, il faut que ces lunettes loupe soient de bonne qualité, d'abord pour vos yeux, et on n'a pas tellement envie qu'elles passent à la poubelle à peine achetées. Alors, en collaboration avec nos collègues de Kassensturst, on a testé toute une série. Dans ce laboratoire certifié en Allemagne, nous avons envoyé 17 paires de lunettes achetées dans des pharmacies, des grandes surfaces, chez des opticiens, dans des kiosques ou des stations-service. Elles coûtaient entre 2,50 francs et 39,90 francs. Le laboratoire a réalisé un premier test pour vérifier la dioptrie de nos lunettes. Tout indiquait une puissance de 3, soit celle qu'on utilise lorsque la presbytie est complète. Un deuxième test vérifiait le centrage des lunettes, car la vision doit être nette en face de la pupille. Sur ces lunettes, même bon marché, un écart standard devrait être indiqué soit sur les branches, soit sur l'emballage. Si les lunettes ne sont pas centrées horizontalement, on sera obligé de loucher pour voir net, ce qui deviendra fatigant à la longue. Si les lunettes ne sont pas centrées verticalement, on ne pourra pas loucher, car un œil ne peut pas regarder en haut quand l'autre regarde en bas. Donc l'image fixée ne pourra pas être nette. Enfin, nous avons demandé au laboratoire d'éprouver la solidité de nos lunettes, de voir d'abord si elles se déformaient de façon permanente. Et aussi si les verres se détachaient de la monture sous l'effet d'une pression. Sans oublier, bien sûr, la résistance des charnières, très important. Voyons comment nos lunettes sont ressorties de ces épreuves. Plusieurs critères pour juger de la qualité de ces 17 paires de lunettes de lecture. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Quelle est la première constatation qu'on peut faire ? Alors pour les dioptries, tout va très bien. On avait quelques doutes avant de faire le test. On se disait qu'il allait y avoir des différences sur ce critère-là. Et non, manifestement, les industriels maîtrisent très bien ce processus de dioptrie. Ça marche bien. Par contre, maintenant, en tant qu'individu, quand vous achetez ce type de lunettes, il faut savoir qu'elles vont de 0,5 en 0,5, donc 1,5, 2, 2,5. Et si vous avez 2,25, vous allez devoir faire des allers-retours avec une feuille pour les centrer correctement. Adapté. Non, Oui. tout à fait. Alors, dans le test, on a plus de difficultés du côté du centrage, mais on va le voir après. Et oui, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs dans les détails. Regardez. On commence par la plus mauvaise paire. Le modèle Anelor acheté chez Casa coûte 7,95. La dioptrie est correcte et les lunettes résistent très bien à la déformation. Le centrage des verres est par contre mauvais. Ce modèle est noté 3,9 sur 6 par le labo. Insuffisant. Les 8 paires qui suivent sont soit mal centrées, soit il manque des données sur le centrage pupillaire. C'est le cas de la Polaroid 2990 chez Manor, avec une note générale de 4,2. Idem pour les Sombra de la Migros à 19,90 et pour la Genius, qui est aussi la moins précise du test pour la dioptrie. Avec une note générale de 4,3, on trouve 2 paires à la dioptrie très précise, des Invu chez Cop Vitality et des Forti chez Afflelou. 4,3 aussi pour les Landy à la monture très solide et au prix très modique de 2,50 francs. Suivent les Sergio de la COP et celles de chez Manor, toutes deux 19,90. Les fabricants ou les distributeurs de ces lunettes loupe ont réagi, Stéphane, à ces résultats, j'imagine. Oui, exactement. Alors, la Migros a retiré ces lunettes de son assortiment dans l'attente de nouveaux tests. On a Polaroid et Landy qui, eux aussi, vont faire de nouveaux tests. Et puis, on a Valora qui commercialise la Genius, qui dit n'avoir pas trouvé de valeur en dehors de la norme après avoir effectué de nouveaux tests. Mais de notre côté, le labo confirme les résultats obtenus. Oui, absolument. Un des problèmes, on l'a entendu, c'est le centrage pupillaire. Oui, bien sûr. On a un centrage vertical et puis on a un centrage horizontal qui est double, œil gauche, œil droit, enfin plutôt œil gauche, œil droit. Et sur ce centrage-là, des fois, on a un œil qui est parfaitement correct et puis l'autre qui est toute bizingue, si je puis me permettre. Donc, on a des valeurs différentes, c'est un problème. Et ça, c'est gênant, effectivement. Et puis, on l'a dit, l'écart doit être indiqué sur la branche ou bien sur l'emballage de la paire de lunettes, ce qui n'est de loin pas toujours le cas. Et s'il est indiqué, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si cet écart correspond à celui de vos yeux, pour que vous ne louchiez pas ou que vos yeux ne se fatiguent pas trop. Si cet écart n'a pas été déjà calculé par votre ophtalmologue, vous trouverez sur Internet différentes manières de le mesurer. Cela dit, on vient de voir des paires de lunettes loupe insuffisantes ou suffisantes. Il y a mieux, regardez.
On monte en qualité avec 3 paires achetées chez des opticiens. La paire de chez Acuitis est bonne à très bonne pour dioptrie et déformation, mais jugée plus faible sur le centrage des verres. Notée 4,8, c'est une paire qui vous coûtera 30 francs tout rond. On grimpe à 5,1 chez Visilab avec un meilleur centrage pour un prix plus modique. Et on prend encore un dixième avec Filman pour une paire à 13 francs 50. La paire suivante vient d'une station-service. 5,3 pour de très solides Zippo à 9 francs 90. On passe au plus cher du test. 39,90, les Easy Peasy achetés chez Globus et jugées bonnes. Même qualité et juste un petit franc de moins pour les Loop & Loop. 38,90 à la pharmacie populaire. Résultat identique, mais 5 fois moins cher, les lunettes Ama. Elles coûtent 7,95 chez MediaMarkt. Enfin, jugée très bonne avec 5,6 sur 6, la paire idéale pour lire les conditions générales vous coûtera 35 francs chez Optique 2000. Vous n'avez pas tout noté, c'est pas grave, vous retrouverez ces résultats sur notre site internet. Presbytie, on en parle depuis le début de cette émission, le mot vient du grec et signifie vieil homme. On n'est plus du tout aujourd'hui dans ce stéréotype, d'autant moins que les montures sont devenues des accessoires de mode, voire carrément excentriques. Céleste dans sa caverne. Tous les Biennois la connaissent déjà. Depuis presque 3 ans, elle façonne des montures chez un opticien qui fait partie de l'histoire de la ville. Ici aussi, on trouve des lunettes aux verres personnalisées bon marché, à 50 francs. Mais les clients qui franchissent le seuil de son antre viennent souvent chercher autre chose. Ici, ça va plutôt être faire la différence entre les gens qu'on croise dans la rue et puis votre personnalité à vous. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer du vintage, donc des choses qui, en théorie, ne sont plus au goût du jour, mais qui reviennent. Et puis, des montures de création artisanale. Les gens, ils aiment avoir leur petit fabricant local ou consommer directement au producteur. Et puis là, c'est une lunette biennoise, quoi. C'est pas lunette biennoise et puis ensuite, lunette suisse, forcément. Local ne veut pas dire insignifiant. Perret Optique, c'est une véritable institution à Bienne, fréquentée de longue date par des stars. Celle-ci, c'était pour Nana Mouskouri, donc avec justement la clé de sol. Donc un peu bling-bling, mais c'est sympa quand même. Elton John nous a demandé quelque chose inspiré de ceci, mais bien plus démesuré, avec justement des petites croix suisses, enfin vraiment quelque chose de totalement extraordinaire. Et puis, il y a les créations originales dont Yves-Louis Perret, le maître des lieux, s'est fait une spécialité et qui ont lancé sa réputation loin à la ronde. Donc là, ce qui était sympa, c'était justement le mouvement avec le vent. Ça permet de faire tourner simplement cet engrenage. Et puis, c'est sympa en fait, c'était plutôt une monture pour faire du vélo, en fait, tout simplement. Dans quelques années, Céleste reprendra probablement la prestigieuse enseigne. C'est pour cela qu'elle a entrepris une deuxième formation d'opticienne à Bienne. Car à l'origine, Céleste était bijoutière, comme sa mère. J'ai cherché un endroit où c'était possible éventuellement d'apprendre ce métier de lunetier. Et en fait, en Suisse, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de débouché, il n'y avait pas de formation. Il fallait se frayer une sorte de chemin quelque part. Dans ses valises, Céleste a amené de nouvelles pratiques, celle du troc. Cela permet aux personnes qui ont peu d'argent d'échanger leur savoir-faire contre une paire de lunettes fait main. Et ce n'est pas exceptionnel. Un ami est venu pour me proposer un échange. Et puis, c'était simplement de pouvoir restaurer un meuble, puisque lui, il étudie la restauration. Donc, l'échange, c'était la restauration du meuble contre une monture faite à la main. Et adaptée, évidemment, à ses goûts et ses envies. Des classiques lunettes de lecture avec aimant, aux créations à la démesure des stars, la petite enseigne biennoise a su s'adapter au goût et au porte-monnaie de ses clients. Reste que les lunettes, ce n'est pas toujours une fatalité, pas plus pour les myopes que pour les presbytes. Certaines images que vous allez découvrir sont assez impressionnantes.
Quand vient la presbytie, il existe un moyen de presque échapper aux lunettes, par une opération au laser. Une batterie de tests va permettre de modéliser les yeux de Patricia, pour déterminer s'ils pourront supporter le laser et si sa vision s'en trouvera améliorée. Ouvrez le plus grand possible les deux yeux et vous tenez la pause. C'est parfait. Le plus important des tests est celui qui dessine avec précision le relief et l'épaisseur de la cornée. Vous pouvez remettre les lunettes relativement. Ce qu'on voit ici, c'est la courbure de surface de l'œil. Ça correspond à une topographie comme à un relevé de terrain de montagne. Il y a des gens chez qui vous ne pouvez pas faire cette opération contre la presbytie? Oui, il y a des personnes qui ne sont pas opérables. En tout cas, sur une technique de surface, là où le laser ne peut pas agir, c'est quand il y a des pathologies sur la cornée, où la forme de la cornée, de cette petite vitre, va être pathologique, anormale, hautement élevée. Et dans ces cas-là, on ne prendra jamais le risque de venir toucher ces patients. Cette machine nous sert à les détecter. On va faire une vision de... Patricia aimerait s'affranchir des lunettes pour lire et pouvoir travailler à l'ordinateur l'œil libre. Pouvoir en vision rapprochée. C'est plutôt une question pratique, c'est ces lunettes qu'on a tout le temps sur la tête. J'en ai une sur la table de nuit, j'en ai une à la cuisine, au chalet, où je travaille, il y en a partout. Et si je l'oublie, je suis fichue, je suis complètement fichue. L'ophtalmologue Patrick Titsé opère la presbytie avec ce type de laser de génération récente. Nous avons maintenant plus de 24 000 opérations qui ont été faites en plus de 10 ans. Il n'y a pas eu de complications graves. Tout est toujours possible, mais la complication grave, c'est ce qu'on ne veut pas avoir. Les choses peuvent se gérer, des petits risques d'infection, des petits risques de cicatrisation, c'est des sécheresses. Donc ça, c'est des choses qu'on va aussi contrôler dans nos contrôles post-opératoires. Ça va durer 20 secondes. 20 secondes pour découper au laser un cercle sur le sommet de la cornée. C'est le premier temps de l'opération. Et voilà. Excellent. Tout s'est bien passé. La vision est totalement floue maintenant, c'est normal. Changement de machine pour le deuxième temps. Patricia reste éveillée, seuls ses yeux sont endormis par des gouttes. Ici, un autre laser va sculpter les cornées de Patricia dans la profondeur. Un œil pour voir net de près, l'autre pour voir net de loin, avec une distance entre 40 et 70 cm qui sera nette pour les deux yeux. Au cerveau ensuite de faire la synthèse entre ces deux images. Tout en haut vers moi. Parfait. On travaille bien au sec. J'utilise cette petite éponge. C'est impeccable. Le cercle de cornée est retourné. Excellent. Et le laser sculpte. C'est parti. Maintenant. On avance gentiment. Continuez comme ça, c'est parfait. Magnifique. Et on referme le cercle de cornée qui cicatrisera tout seul. Le tout aura duré 20 minutes. Mais il faut réfléchir à 2 fois avant de jeter ses bésicles. Pas tout à fait bon, on n'a pas l'impression qu'on voit mieux, c'est normal. On n'a pas le droit de dire aux patients, vous n'aurez plus de lunettes. Alors ça peut être une petite lunette loupe, en effet, à 20 ou 30 francs, enfin ces petites lunettes qu'on trouve chez l'opticien. Ça peut être aussi une lunette un petit peu plus faite sur mesure, ça dépendra des exigences visuelles du patient. C'est clair que s'il doit faire quelque chose de très précis, il voudra peut-être avoir une lunette plus précise. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, super. Pas de douleur, fantastique. Un peu de tension quand même? Un petit peu, oui. Parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous arrive, mais c'est super vrai. Super bien. Une opération devisée à 4 900 francs, plein tarif, non prise en charge par l'assurance de base. Reportage de Chantal Panatier et Aiki Arecalio. Le principal défi de cette opération au laser, c'est que le cerveau réussisse à faire la synthèse entre les images envoyées par les deux yeux, ce qui ne réussit pas chez tout le monde. Les risques, on en a parlé, petite infection, petit risque d'infection, une sécheresse de l'œil, comme un grain de sable sous les paupières, ou un larmoiement excessif. Il faut aussi que la cicatrisation se fasse bien, sinon la vision peut rester floue. Et puis, une des conséquences classiques de cette opération, c'est une moins bonne perception des contrastes. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose en bonus sur notre site internet l'interview complète de la professeure Gabrielle Touman qui nous parle aussi des lentilles de contact. Parlons maintenant de vous
Le salon de l'auto a fermé ses portes avant-hier sur une fréquentation légèrement en baisse. Diminution aussi en Suisse du nombre d'immatriculations de voitures au moteur diesel. Il faut dire que le scandale des logiciels truqués n'aide pas, au contraire. On apprenait la semaine dernière qu'en Australie, les voitures dont le logiciel truqué a été corrigé, ces véhicules non seulement consomment davantage, en plus ils ne passent pas les contrôles anti-pollution. Eh bien, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'en Australie pour constater des problèmes plus ennuyeux encore. Les explications de Dominique Vimin. Plusieurs courriers de téléspectateurs propriétaires de véhicules diesel du groupe VV nous ont signalé des problèmes de perte de puissance, d'augmentation de la consommation et des pannes étranges. Problèmes survenus après une mise à jour de leur véhicule. Laurent Sen a fait la démarche après avoir reçu un courrier de son garage. Un courrier de Skoda qui m'informe que je suis l'heureux propriétaire d'un véhicule doté d'un logiciel truqué. Selon Fanny Roulet, avocate, personne ne peut échapper à ce contrôle s'il est dépositaire d'un véhicule fautif. Tous les propriétaires qui ont un véhicule qui est affecté ont l'obligation de se soumettre au rappel, sinon leur véhicule ne sera plus autorisé à circuler. Finalement, ils devront poser leurs plaques. Plus grave, la menace d'interdiction pure et simple de circuler pour ces voitures. Là, on peut se demander si on ne serait pas dans une situation où la personne pourrait obtenir l'annulation de la vente et le remboursement de tout son véhicule. Puis s'ils restent autorisés à circuler, alors effectivement, ils ont perdu de la valeur et c'est toute cette perte de valeur qui doit être remboursée. Ils n'avaient pas le choix, alors Laurent Sen a fait la mise à jour du logiciel. Mais quelques temps plus tard... Elle est tombée en panne, avec une lumière qui s'allume, et on regarde bien dans le manuel et qui nous explique gentiment qu'il faut arrêter de rouler tout de suite et puis qu'il faut se rendre au garage dans les plus brefs délais. Donc, comme on est un samedi en Alsace, on téléphone au Touring Club Suisse et mon véhicule m'a été confisqué, mis sur un camion et je ne l'ai plus vu. Et puis, en fait, ça m'a coûté 170 € de réparation. Puis j'ai dit, mais écoutez, est-ce que vous pourriez me donner le rapport technique? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-il advenu? Il m'a dit, ah ben écoutez, nous on ne fait pas de rapport technique, on ne fait rien du tout. Et puis de toute façon, moi je n'étais pas là, c'est mon collègue qui s'en est occupé, donc je ne peux rien vous dire. Votre logiciel a été mis à jour, donc le véhicule fonctionne. Ce n'est pas parce que vous êtes allé chez le médecin que vous n'êtes plus malade. Ben, j'ai dit, oui, c'est une analogie un petit peu particulière. Ok, ben ma foi, les 170 €, ils étaient pour moi. Et puis, ben, j'ai roulé encore un petit moment avec cette réparation. J'ai refait environ 800-900 km. Et voilà, bingo, elle retombe en panne. Alors là, c'était absolument formidable, un très joli papier. Alors, ben, ça n'a rien à voir avec la mise aux normes du logiciel, et que c'est du bon vouloir de VV, la mise à jour et la prise en charge des frais. Donc, ils ne m'ont pas fait payer. Comment vous l'interprétez, ce geste commercial? Mais c'est de nouveau, pour brouiller les pistes, tout simplement, c'est de la poudre aux yeux. Parce que quand on a ce genre de truc, je ne peux pas m'imaginer qu'on fasse des cadeaux comme ça s'il n'y a pas un petit quelque chose dessous. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. En échange, on lui présente ce papier qui précise que cette panne n'a rien à voir avec la mise à jour des véhicules équipés d'un logiciel truqué. Et ce papier, il faut le signer. N'empêche que cette panne est probablement liée à cette fameuse mise à jour. D'ailleurs, le magazine belge Testachat a enquêté sur les rappels de véhicules du groupe VV en Belgique, en Espagne, en Italie et au Portugal. Un sondage touchant 10 600 conducteurs montre que 45% ont constaté des différences après leur passage chez le garagiste. Après la modification du logiciel truqué, 55% de ces conducteurs évoquent une hausse de la consommation, 52% parlent d'une perte de puissance du véhicule et 37% trouvent que le moteur tourne moins bien. Dans ce sondage effectué dans ces 4 pays, les voitures les plus touchées sont celles de propriétaires de Seat. 58% constatent des changements après correction du logiciel. Ils sont 51% chez Skoda, 46% chez VV et 38% chez Audi.
Nous avons contacté par Skype la porte-parole du magazine Testachat, qui ajoute à ce constat le point de vue des garagistes qui vendent et entretiennent ces voitures. En Belgique, c'est intéressant de constater qu'une fois que la mise à jour a été effectuée, il y a 23% des garagistes qui ont reconnu que le problème était lié effectivement à la mise à jour du logiciel. 23%, c'est quand même près d'un quart des garagistes. Et ce qui est quand même interpellant, c'est que malgré cette reconnaissance de la part des garagistes, eh bien 78% des clients ont dû payer en tout ou en partie pour ces réparations. AMAG, l'importateur VV que nous avons contacté, nous répond que tout va bien à bord de ces voitures. La mise à jour du logiciel n'a aucun effet négatif sur la consommation et sur la résistance du moteur. Les réactions des concessionnaires et des clients sont toutes positives, sauf que les plaintes affluent dans les tribunaux. J'entends surtout parler d'autres problèmes qui sont induits ensuite par ces rappels. On a beaucoup de nos clients qui nous reviennent et puis qui nous disent « Ah ben alors mon véhicule consomme beaucoup plus, il est beaucoup moins puissant ». On a même des personnes qui nous rapportent des pannes. C'est des problèmes qui existent réellement. Et vu le nombre de personnes qui nous en font part, notamment au niveau de la perte de puissance, eh bien c'est un problème qui est forcément réel. Et la décision que j'ai prise d'acheter cette Skoda Octavia était basée sur l'étiquette énergétique à l'époque. Et on me l'a vanté comme étant une voiture avec un moteur Blue Motion, qu'on m'explique ce que ça veut dire. Et puis en fait, c'est une tromperie sur toute la ligne, parce que en étant en connaissance de cause, j'aurais opté pour un autre véhicule. La nature ne vous récompense pas toujours. En ce moment, recevez 4 400 € d'avantages clients sur la Golf TDI Blue Motion. Vous êtes fâché? Quand même un petit peu, oui. Votre prochaine voiture, ça sera quoi? Certainement pas une voiture du groupe AMAG, en tout cas pas dans les conditions actuelles. Il faut quand même qu'ils montrent un petit peu plus que ce qu'ils montrent pour qu'on se décide de retourner chez eux. Mais l'importateur suisse AMAG n'en démord pas et nous affirme, je cite, « Les partenaires de marque officielle ont aujourd'hui mis à jour près de 160 000 véhicules. Nous avons connaissance d'environ 400 réclamations de clients pour diverses raisons. Nous considérons la mise à jour du logiciel comme un succès. » Fin de citation. Position difficile à tenir parce que techniquement, on sait que la réparation de ce logiciel truqué, en fait, c'est une nouvelle programmation, eh bien, c'est une solution minimale qui n'est adaptée ni au système de réglage d'injection, ni au système de récupération de gaz d'échappement sur des moteurs qui vont tourner en permanence. Résultat, des dérèglements électroniques des moteurs, donc des problèmes au niveau de la puissance utilisable, surconsommation en carburant et parfois même des pannes. C'est l'heure de notre revue de presse mensuelle. J'ai parcouru pour vous différents magazines francophones d'information des consommateurs et retenu des articles qui pourraient vous intéresser. La revue belge Testachat a testé dans antivirus. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas installer un antivirus. C'est le titre de l'article. On sait que c'est indispensable. Meilleur du test, le Bitdefender Internet Security, à quasiment 80 €. Mais la même marque propose un excellent antivirus gratuit. Et la revue sœur Test Connect vous suggère l'application Kaspersky QR pour lire les QR codes en toute sécurité. Enquête très intéressante dans la revue française Que choisir ou comment Kentucky Fried Chicken, spécialiste des nuggets de poulet, un des leaders mondiaux de la restauration rapide, s'arrange pour ne pas payer d'impôts en France, comment les bénéfices de la société s'évaporent à l'étranger. KFC conteste les conclusions de l'analyse effectuée par un cabinet d'expertise comptable sans donner de précision. Côté helvétique maintenant, le numéro de mars de Mieux choisir vous propose entre autres un test d'aspirateur avec et sans sac. L'aspirateur, une des plus belles inventions du XXe siècle, c'est moi qui rajoute. Meilleur du classement avec sac, un Electrolux Australis Silencer Zen, le plus cher dans sa catégorie. Et le mieux noté dans la catégorie sans sac, un Dyson Parket, mais très bruyant. Mieux choisir se vend en kiosque ou sur abonnement, ce qui est aussi le cas pour Bon à savoir. J'ai le plaisir d'accueillir sa rédactrice en chef, Zeynep Ersenberdo. Bonsoir. Bonsoir. Dans votre numéro de mars, vous consacrez une pleine page aux pratiques des sociétés de recouvrement. Vous répondez à une dizaine de questions très utiles, dont par exemple, on sait que ces sociétés de recouvrement pratiquent des frais exorbitants. Lesquels faut-il payer, lesquels pas, ou un peu seulement ?
Alors c'est effectivement quelque chose qui est très très intimidant et angoissant pour le consommateur, hein, parce que souvent ces sociétés de recouvrement utilisent des méthodes qui sont assez agressives, voire très très agressives, donc angoissantes pour le consommateur, qui par peur, par crainte, par gain de paix aussi, hein, se dit je paye tout, comme ça c'est terminé. Or, il y a un certain nombre de choses qui doivent effectivement être payées, d'autres pas. Il y a notamment les intérêts moratoires qui sont dus, mais après il y a une succession de petites sommes qui s'additionnent, et celles-là ne sont pas toutes à régler par le consommateur. Dont le détail est vraiment intéressant. Et puis aussi, vous proposez un nouvel outil pour vos abonnés, un outil qui s'appelle Facture Poursuite Que faire ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que cet outil va permettre ? Alors cet outil accompagne justement le consommateur, le tranquillise déjà, hein, ça lui fait comprendre qu'il n'est vraiment pas le seul face à ce genre de problème-là. Et donc cet outil permet au consommateur de donner un certain nombre d'explications sur ce qui lui arrive, donc de remplir des champs qui sont déjà prédéfinis. Et puis l'outil automatiquement va soit donner des conseils sur que faire avec des adresses pratiques et utiles, et dans le meilleur des cas, directement rédiger une lettre que le consommateur va pouvoir imprimer, signer et envoyer à la société, et qui correspondra très précisément à son cas personnel. Très, très pratique et très pratique concret. et très utile, tout à fait. Et puis, dans cette période d'impôts, il faut remplir ces déclarations. Vous avez sorti un livre qui s'arrache, il a fallu le rééditer, c'est-à-dire un guide détaillé qui s'appelle « Comment déclarer ses impôts », qui va de A à compte d'impôt, à V, V comme veuvage, en passant par les déductions, dettes, impôts sur le revenu, etc. On va prendre, on ne peut pas tout traiter évidemment, parce qu'il y a des spécificités par canton, mais prenons quelque chose qui a déjà beaucoup fait parler de lui, ce sont les frais de déplacement. Qu'est-ce qu'on peut se faire rembourser ou pas ? Il y a des disparités phénoménales entre cantons. Alors ça, c'est la magie de la Suisse, hein, le côté fabuleux du pays, c'est qu'il y a des règles fédérales, et à partir de là, les cantons ont le droit d'appliquer les différentes règles. Donc là, au niveau fédéral, eh bien, le maximum de déduction va vraiment être plafonné actuellement à 3 000 francs, ce qui n'est pas le cas dans les cantons. Certains sont beaucoup plus laxistes, d'autres ont fixé des plafonds, d'autres pas. Il y a un plafond à Genève qui est aussi... Il y a un plafond à Genève qu'on connaît, qui est très très bas, hein, qui est à 500 francs, qui est le plus bas pour toute la Suisse, en fait, pour des raisons politiques, bien sûr. Ensuite, il y a différentes règles, notamment dans la plupart des cantons romans. Ce sont les frais effectifs qui vont pouvoir être déduits, mais qui seront uniquement déductibles en fonction de l'équivalent au transport public. Donc, ces transports-là, que ces voyages-là aient été faits en transport public ou pas, ce sont les montants correspondants en transport public qui vont pouvoir être déduits. Et en plus, avec des distances et des trajets selon les cantons. Avec des spécificités cantonales, chaque canton ayant ses propres règles. C'est ce qu'on définit très clairement dans l'ouvrage. On détaille justement la situation pour l'ensemble des déductions possibles, notamment au niveau des transports, mais d'autres frais également, par canton et de manière très précise et chiffrée. Très concret. Et puis, il faudra peut-être rappeler rapidement que c'est la dernière limite pour les gens pour déclarer un compte à l'étranger. Oui, c'est ça. Donc, ça fait depuis un certain nombre d'années qu'on en parle, que la question est discutée. Mais cette année, au 30 septembre, très précisément, les comptes détenus par les contribuables suisses à l'étranger vont automatiquement être communiqués aux autorités fiscales. Donc, jusqu'au 30 septembre, il y a une période moratoire, en fait, où les personnes peuvent déclarer ces comptes sans avoir d'amende. Ils devront bien sûr s'acquitter des impôts dus pendant les 10 dernières années et les intérêts liés, mais pas d'amende. Au-delà, ça peut faire très très mal, parce qu'à partir de là, il y aura des amendes qui pourront être prononcées. Il n'y a pas d'amnistie, mais une amende si on ne les déclare pas, et puis des impôts rétroactifs si on les déclare tout de même. Ouais, voilà, il faut le savoir. Il faut le savoir, il faut prendre ces dispositions. C'est vraiment le dernier moment pour régulariser sa situation. Ouais, un petit rappel avant que ça fasse mal. Exactement. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. La viande hachée en steak, en hachis parmentier, dans la bolognaise, avec quel morceau de viande est-ce qu'elle est préparée, cette viande hachée ? Pourquoi son prix peut-il varier du simple au double ? À bon entendeur, à enquêter auprès d'éleveurs, de bouchers, de transformateurs. Toujours de bonne qualité, cette viande hachée ? Réponse mardi prochain, avec les résultats d'une batterie de tests sur des steaks hachés et sur des lasagnes à la bolognaise de la grande distribution, dans lesquelles la viande est en portions très congrues et même plus petite parfois que celle indiquée sur l'emballage. On remettra aussi la viande hachée dans un contexte commercial plus large et complexe. Importation, nouveaux accords de libre-échange en négociation avec l'Amérique latine notamment. Les acteurs de la filière viande en Suisse, comme en France d'ailleurs, sont inquiets. Une enquête à découvrir mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.